qui sont également autonomes et ont le droit de autogouvernement. Par contre, c'est un défi, c'est la coordination budgétaire, parce qu'il faut savoir qu'au moment, les lenders, ils agissent aussi autonomement en ce qui concerne la comptabilité. Donc on ne sait pas vraiment comment ils font leur budget et comment ils délivrent les dates pour le budget. Et aussi, un défi, c'est l'implémentation des nouvelles normes, comme par exemple le six-pack, le two-pack, donc les normes européennes. Le prochain. Donc, je vais vous donner une vue globale sur les institutions qui font partie pour former le budget. Donc, c'est un grand cadre. Donc, bien sûr, il y a le Parlement qui est soutenu par la Commission des finances qui soutient le Parlement à son bilan et qui donne des informations. Et à la fin aussi le Cour des comptes qui donne des recommandations. Donc pour le budget annuel, il y a le gouvernement fédéral qui a un lien fort avec le ministère fédéral des Finances, qui est soutenu par l'Institut statistique et l'Institut économique, donc aussi le WIFO, c'est pour le Wirtschaftsforschungsinstitut, donc c'est un institut économique qui nourrit le ministère des Finances, qui agit pour le moment autonomement et qui fournit le ministère fédéral des Finances avec des chiffres, avec des données, un pronostic sur l'avenir économique. Il y a aussi le Conseil des finances publiques, qu'on appelle Fiskalrat ou Fiscal Council, généralement c'est Fiskalrat, qui agissent aussi autonomement et indépendant, et qui soutient le gouvernement fédéral avec son opinion, qui a comme objectif, mais je reviens aussi plus tard, de soutenir le gouvernement. Il y a aussi l'agence de financement qui gère les dettes et qui prend de l'argent pour payer tous les facteurs. Donc, le prochain. Donc, je vais commencer avec décrire un peu le ministère fédéral des Finances. Il a comme tâche aussi chargé de la loi des finances organiques. Donc, il est indispensable de faire un calendrier budgétaire annuel qui est transmis 8 semaines avant la fin de l'année au Parlement et qui fait le cadre budgétaire à moyen terme qui est établi fin avril. Il y a aussi la réglementation pour la comptabilité d'exercice de budgétisation, la réglementation pour la budgétisation axée sur la performance et la réglementation pour le plafond de déficit structurel. Et c'est aussi pour donner des mesures aux autres ministères. Donc c'est aussi un cadre pour les autres ministères, comment gérer le budget. Donc il y a des lignes directrices pour les calculs transversaux pluriannuels, par exemple la masse salariale et les provisions budgétaires de 30 ans tous les 2 ans. Le ministère fédéral compte environ 10 000 personnes, fonctionnaires. À côté du service central qui compte environ 720 personnes. Donc il ne faut pas s'étonner des chiffres 0,40. Bien sûr, il n'y a pas des personnes 0,40%. Mais ça vient de Vollbeschäftigungsäquivalent.
en allemand. Donc ce sont des personnes qui travaillent à temps partiel et qui ne sont pas comptées à 100%. Et c'est pour ça que les chiffres sont un peu modestes. Et donc à la service centrale, nous comptons environ 720 personnes. Et l'unité la plus grande, c'est l'administration douanière et fiscale, qui compte environ 7500 personnes, dont 8800 au bureau fiscal et 1700 dans les bureaux de douane. Il faut aussi dire que la direction générale du budget compte environ 100 personnes. Et depuis 3 ans environ, il y a en Autriche une unité des polices, donc la Finanzpolizei, qui fait des contrôles anti-fraude et qui travaille ensemble avec l'unité anti-fraude. Et aussi une spécialité au ministère des Finances, c'est l'Académie fédérale des finances. Donc c'est l'Académie de la Bundesfinanz Academy, l'Académie des finances, qui s'occupe en coopération avec le département des ressources humaines de la formation des fonctionnaires de l'administration des finances. Voilà, l'année prochaine, le Parlement. Donc, une institution clé du budget, c'est le Parlement, qui valide le cadre budgétaire à moyen terme. Donc, chaque loi fédérale est d'abord discutée dans un comité spécifique où le budget annuel est traité dans le comité de budget. Ce comité rapporte en séance plénière et il y a toujours une discussion en séance plénière, c'est-à-dire tous les 183 membres du Conseil national en Autriche. À chaque étape des amendements au budget, on peut être présentés au Nationalrat, au Conseil national. Et enfin, le budget annuel est voté par le Parlement. Donc là, il faut un tiers des membres présents pour obtenir une majorité. Et une majorité doit être obtenue. Et en soumettant le budget annuel, ça doit être fait jusqu'au 30 octobre. Et le Parlement a donc 2 mois pour les discussions et le vote final. Après, je viens sur la commission des finances, qui est assez bien aussi, qui travaille ensemble aussi avec le ministère des Finances, et qui est bien pour la transparence, et qui permet aussi d'avoir un miroir et une réflexion sur les procédures. Donc ça fait partie de l'administration parlementaire. Il a été créé en 2012 et qui compte 6 à 8 personnes. Et les tâches principales sont de soutenir le comité de budget en forme d'une expertise écrite et des analyses et des brèves études sur le sujet budgétaire qui est présenté par le gouvernement conformément à la loi budgétaire. Et qui soutient aussi d'autres comités parlementaires pour évaluer l'impact de toute nouvelle législation. Et aussi pour consulter le Parlement sur les performances et le gender budgeting, qui Karine a déjà évoqué. Donc on est aussi très fiers de cette gender budgeting qui se trouve depuis 2009 aussi dans la constitution autrichienne. Et il n'y a que 2 autres pays qui ont le gender budgeting dans cette constitution. Et c'est surtout pour évaluer chaque mesure fiscale à leurs conséquences pour les hommes et les femmes, mais aussi pour les handicapés, par exemple, et de savoir comment sont les effets différents pour ces personnes. Là, je viens de l'Agence fédérale de financement qui a été fondée en 1993 et qui est possessée à 100% par la République autrichienne et qui est surveillée par le ministère des Finances.
Et son tâche principale, c'est, oui, facilement dit, gérer la trésorerie, donc le management des dettes et de garantir la solvabilité de l'Autriche. Elle agit au nom et au compte de la République autrichienne et selon au marché financier, il fait ses transactions et voilà, conclure des swaps, d'autres transactions de crédit. Prochain. Voilà, là je viens au Conseil des finances publiques qui est financé par la Banque nationale autrichienne et la Banque nationale met aussi dispositif le personnel administratif et qu'en Autriche s'appelle le Fiskalrat. C'est un organisme indépendant qui compte 15 membres qui sont élus pour 6 ans, c'est-à-dire 6 du gouvernement, 3 de chambre de commerce et 3 de chambre des employés et 3 des États membres, donc de Gemeindebund, Städtebund et le troisième c'est Was wirst du? Des États membres, Länder, Städte und Gemeinden. La fédération ou l'union des communes? Voilà, l'union des communes, voilà, c'est ça. Et qui font voilà, une évaluation et prévision de la situation politique et financière qui doit se réunir au moins une fois au quartal, comme ça en français, le quartal, tous les 3 mois, en fait. Par trimestre. Par trimestre, voilà, c'est trimestre. Par trimestre. Et en cas échéant aussi plus souvent. Et voilà, c'est un soutien pour le gouvernement. Le prochain slide. Donc là, c'est l'Institut économique qui agit aussi autonomement. C'est le WIFO, donc le Wirtschaftsforschungsinstitut, qui fait des prévisions économiques, qui soumet des hypothèses pour le cadre budgétaire à moyen terme. Et les domaines principaux de recherche sont de la macroéconomie et les politiques économiques européennes, le marché du travail, salaire et sécurité sociale, politique industrielle, innovation et la compétitivité internationale et le changement structurel et développement régional. Maintenant, je viens sur le processus budgétaire. Donc, il y a un cycle budgétaire en Autriche qui commence fin décembre avec donc là, le cadre budgétaire en interne doit être discuté au Parlement jusqu'en mai, premièrement. Deuxièmement, le gouvernement valide le budget annuel à la base du cadre budgétaire jusqu'en décembre. Donc ça se passe au Parlement. Le Parlement finalement valide ce cadre budgétaire et le budget annuel et le montant sur lequel les ministères peuvent disposer et attribuer au ministère et ils sont exécutés. Et cette exécution du budget par les ministres est surveillée par le Cour des comptes. Et le Cour des comptes rapporte après au Parlement et le Parlement valide l'exécution correcte du budget annuel et le cycle recommence. Voilà, là il y a l'instrument de coordination, donc le pacte de stabilité autrichien depuis 2012 qui a été modifié ou renouvelé et qui se trouve aussi dans la Constitution. Donc les traités sont possibles entre le gouvernement fédéral, les gouvernements des Länder et les gouvernements locaux. Il est ratifié par le Parlement et vaut comme une loi.
La soutenabilité des finances publiques est garantie via un système des normes fiscales multiples. Il donne une orientation de la politique budgétaire à moyen terme. Il permet une coordination budgétaire et aussi un système de sanctions. Et ce pacte de stabilité a un système donc, des normes fiscales multiples qui représente plus ou moins le semestre européen. Donc un budget équilibré selon Maastricht. La règle d'équilibre structurel à partir de 2017. La règle sur les dépenses et ces critères de la dette voilà, qui sont là pour le gouvernement fédéral, pour les lenders et aussi les gouvernements locaux. Maintenant, je reviens sur les principes budgétaires qui sont inscrits aussi dans la Constitution. Donc, premièrement, ils sont axés sur les résultats. Il y a l'efficacité, la transparence et cette image fidèle, un regard juste qu'il faut donner. Finalement, je vais conclure avec les défis. Premièrement, le premier défi, c'est le budget en général. Donc, c'est pour vous donner une image ou un feeling pour le budget autrichien qui compte environ 70 milliards d'euros. Donc, les recettes sont 72 milliards environ et les dépenses s'élèvent à 75 milliards. Et en bas, vous trouvez la grille d'histoire Anschlag. Donc, c'est pour la période, donc ce qu'on dépense et qu'on reçoit vraiment. Donc là, les recettes sont de presque 70 milliards et les dépenses sont de 78 milliards d'euros. Donc les objectifs actuels sont une application stricte du budget, c'est-à-dire de bien surveiller le budget et aussi c'est interdit, entre guillemets, de retenir ou de rücklagen les réserves des ministères, donc les ministères qui ont fait des réserves. Donc c'est très restrictif, ils peuvent utiliser ces réserves. Après aussi la trajectoire d'assainissement, donc voilà, maintenir le chemin pour un budget sain, aussi pour à partir de cette réalisation des objectifs de la Commission européenne et donc le pacte de stabilité et de croissance. Il faut aussi faire une évaluation de la réforme budgétaire qui a été établie ou finalisée en 2013 et aussi l'évolution du droit budgétaire. Voilà, c'est déjà les derniers slides. Ce sont les défis actuels, donc les mesures envisagées, c'est-à-dire une gestion, une analyse du risque financier, ce qu'il faut faire, renforcer surtout les compétences des parties prenantes, donc une formation des fonctionnaires, des hommes politiques, des médias, du public intéressé, pour bien comprendre ce que cette réforme qu'on a menée en Autriche, ce que ça veut dire et pour évoluer cette réforme. Aussi pour poursuivre le développement des normes et la procédure de la compatibilité d'exercice, établir une formation académique spécialement pour les comptables publics, une réforme budgétaire aussi au niveau sous-national pour les régions et les communautés, ce qui est important parce qu'il faut aussi dans un pays fédéral travailler dans une même façon et je crois que ce n'est pas possible qu'un pays fait autrement ou on ne sait pas comment les chiffres sont obtenus par un pays ou par un lender.
et aussi consolider les entités c'était auparavant. Donc je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition après l'argumentation de Mme Kaiser, que je passe la parole. Merci beaucoup pour cet exposé très clair qui nous permet de progresser dans notre connaissance, notre formation sur le système des finances pour l'Autriche. On aura vérifié, tout le monde, les étudiants qui sont spécialisés déjà en finances publiques auront retrouvé des institutions que nous avons aussi, le Haut Conseil des finances publiques, mais nous n'avons pas la même conception, notamment de nomination des membres. Votre ADN est différent du nôtre, de ce point de vue. Donc il est très intéressant, effectivement, d'observer nos ressemblances et nos différences sur ce terrain. Je n'en dis pas davantage parce que nous sommes impatients d'entendre Mme Kaiser pour la suite. Merci, Madame President. Thank you, Fondafé, very much for the invitation. As you can hear, I will speak in English, but I'm certain that you will understand me just fine. I'll do my best anyway. So I'd like to introduce myself. My name is Sandra Kaiser. I'm from the Austrian Federal Ministry of Finance. There I work in the Directorate General for Public Finances and Budget. I'm very happy to be here today, and I will present to you the Austrian Federal Budget Reform. So, I give you an overview of the Austrian budget reform and its main key elements, the designing concept, and followed by some explanations about the medium-term fiscal framework, the budget structure, the accrual budgeting and accounting, and finally, the performance budgeting. After that, I look at some similarities of the Austrian and French approach, but just briefly. So, what's the philosophy behind the use concept? In 1999-2000, the Ministry of Finance introduced some pilot projects to experiment with new forms of budget flexibility and performance information. These entities with more budgetary autonomy received a lump sum appropriation per year and had the flexibility of wirements and could carry forward most of the respective money if the financial results were better than planned. And the findings of these pilot projects were encouraging. They improved their budgets considerably. Therefore, the Ministry of Finance decided to use this positive experience and merge that with analysis of some other European countries. So this stage was followed by a screening phase. The budget reform team in the Ministry of Finance studied a lot of international benchmarks. Furthermore, Austria gathered respective information mainly via the OECD working parties in the budget officials. This network and the received information at these meetings had considerable influence on the Austrian reform. So the experience from other countries, both successes and failures, were a crucial source of inspiration for integrating lessons learned. What does keep it digestible mean? Austria tried to not overtax the stakeholders, particularly with the civil servants. As a consequence, it decided to assume the planned far-reaching changes could not be managed in only one step, and hence two major stages were envisaged. The next bullet point is closely connected with the last one. The Ministry of Finance favored a pragmatic approach. So, for instance, concerning the compliance with the international public sector accounting standards, the Ministry of Finance looks at the standards and decides whether there is a real advantage or not. And if the standards were too complicated or the standards mean too much of bureaucracy, the Ministry of Finance decided to deviate from some of these international public sector accounting standards. Training. The whole reform was accompanied by a comprehensive training program.
for this program, we had no possibility to hire some externals or some consultants, so we had to do it by ourselves. Therefore, we developed a trainer-trainer system, and with this system we could train about 2,000 employees. The next bullet point is very crucial. Find reform partners. The Ministry of Finance started to build a reform alliance consisting of the Court of Audit, the Chancellery, and all political parties. In Parliament, there were an informal reform committee with the Ministry of Finance, Court of Audit, Chancellery, and all political parties represented in Parliament. Win-win situations were created for the Ministry of Finance and for all relevant stakeholders. In the case of a stakeholder of the Line Ministry, for example, they were the hardest nut to crack because they remained skeptical of the reform and the changes, but step by step they recognized some advantages. All the stakeholders benefited and could claim victory in one aspect or another, and this proved to be the key element in creating consensus on the Austrian budget reform to build broad ownership towards this new steering mechanism. And in creating these win-win situations, you automatically align interests, take consent seriously, and integrate the interest into the process. Up to the mid... No? Just a slide 4, please. Yes. Up to the mid-1990s, budget formulation in Austria was very traditional, cash-based, input-oriented, and highly legalistic. This led to growing dissatisfaction within the public administration. There was no binding medium-term perspective for budgeting, which created, in fact, planning problems. And out of this, it evolved the main motivation, improving of budgetary decision-making. The weaknesses were the primary source for the new reform elements, which were multi-annual approach, output orientation, a rule-based system, and more responsibility and flexibility for the line ministries. So the big objective was to create a budgetary process which can be seen as a comprehensive steering instrument for resource outputs and outcomes. Just a visual overview of the implementation timeline. So it started by the mentioned pilot stage in 1999-2000, followed by screening of international benchmarks. Then there was the development of the amendment of constitution. Due to the change of this constitution, the reform was made irreversible. There was no way back. Basically what I want to highlight is this point, that both decisions in Parliament were finally taken unanimously. In 2007, there was a decision on the change of constitution and the elements of the first budget reform. And in 2009, there was the second vote, the decision on the new budget law. So this unanimous vote in Parliament was a very strong political signal to the public and to the administration. So that this change would stay under any constellation after future elections. The Ministry of Finance successfully lobbied for political support and managed to get political approval for the first element. The first stage was implemented in 2009. In 2012, the first budget according to the new principles was prepared and passed Parliament. The second stage was implemented in 2013. One of the milestones was the opening balance sheet, which was published in 2013. And I would say the last milestone was the federal annual report, according to the new principles, which passed Parliament last autumn. So summing up, the total reform had a conception implementation timeline of about 12 years, not including the pilot phase. The next slide shows you the key elements of the
budget reform, the blue line separates the first stage from the second. The main elements of the first stage was the medium-term fiscal framework with binding expenditure ceilings for 4 years and more flexibility for the line ministries. They firstly got the possibility to carry forward unused funds and to use them in the following years even for different purposes. The key elements of the second stage were the new budget structure with lump sum budgets, accrual accounting and budgeting, and the performance information in accordance with the result-oriented management and administrative units. So, one part of the change of constitution was the change of the budgeting principles. My colleague said it before. So the traditional budget principles of economy, thrift and effectiveness were transformed into the new principles: outcome orientation, efficiency, transparency and true and fair view. Those 4 new principles could not be put into practice by sticking to Austria's traditional budget system. For instance, a true and fair view of federal finances was not compatible with the cash-based budgeting. Outcome orientation was not in line with the lack of performance budgeting. I would now like to look more closely at the main instruments. So the aims of the medium-term expenditure framework are better planning, more fiscal discipline, and more flexibility for the line ministries. The budgetary framework has a very strong political importance. It's an agreement on the major fiscal policy objectives. Additionally, the medium-term expenditure framework was introduced as an instrument for the medium-term fiscal discipline to be compliant with the rules from the European Union, such as the Stability and Growth Pact, as well as the national rules. What does the design look like? It contains a legally binding expenditure ceilings for 4 years on a rolling basis. So each year, 1 year is added and 1 year is left away. So for instance, in spring 2012, Parliament passed the MTF for the years 2015 till 2018. There is a focus on expenditures and not on the balance of expenditures and revenues. So the ceilings apply for groups of chapters, and the chapters come together to the rubrics. So the Ministry of Finance is interested in enforcing restrictive expenditure ceilings. The line ministries can save money within these ceilings, and they are allowed to build reserves. The Austrian system distinguishes between 2 different kinds of ceilings. One is the nominal fixed ceiling, expressed in euros, which applies to most, 75% of the expenditures. The other is the variable ceiling that oscillates along defined parameters. This ceiling applies to expenditure related to the business cycle and therefore ensures that the automatic stabilizers can work accordingly and exerts a counter-cyclical influence on the economy. So, variable ceilings apply to expenditure which cannot be sufficiently calculated in advance, for example, unemployment. It's possible to change the expenditure ceilings, but only by amending the MTF legally. So in this case, the government has to go to Parliament and explain to the public why it wants to change the planning assumption for the budget. And the Parliament then decides on the requested changes. So there are 5 central headings, rubrics, which are highly aggregated to reflect core political areas. And each of these 5 rubrics has its own expenditure ceiling, which adds one general ceiling for the federal budget. Let's now have a look at the figures of the framework 2014. So as you can see, 1/2 of the amount belongs to rubric 2, which is employment, social services, health and family.
and the total expenditures amount to 75.8 billion euros. To sum up briefly, the commitment to medium-term fiscal discipline increases the flexibility for the line ministries and improves the planning process. Another element of the reform was the new budget structure. The objectives were clear, created greater transparency and accountability, because the new budget structure is easier to read and easier to understand for the Parliament as well as for the public. And the new structure improved governance and efficiency in public administration through harmonized and comparable budget structures. So let's consider the structure in more detail. It looks like a pyramid. There is 5 rubrics, which are divided into budget chapters. At the moment, about 30 budget chapters. So one ministry can have 1 to 5 budget chapters. There are political areas, for example, health or family. And the budget chapter is then subdivided into 1 to 5 global budgets, and global budgets are a kind of program. We have around 17. So 70 global budgets in comparison to the former more than 1,000 line items, appropriations. So you can see it's much more easier to read now and to understand the budget. Down to this level, it's legally binding, and below this level, it's binding within the public administration. Below the level of the global budgets, it's the operational level with the detailed budget of first and second level, and the lowest level is the cost accounting. Let me give you an example. For example, the Ministry of Interior. It belongs to Rubric 1, the General Government Affairs. It's the budget chapter 11, Interior. It has 3 global budgets. One of them is the global budget of security, and followed by detailed budgets first and second level. So they have a detailed budget for police, and for each police department, 1 detailed budget of the second level. So it's very transparent and understandable for the public. Another essential part of the reform contents is a change to a full accrual system. So the Ministry of Finance successfully proposed to switch not only to accrual accounting, but also to accrual budgeting. And the reason for this is simple: accrual should be relevant. This might not be the case if they are not used in budgeting. So there are 3 circles, 3 statements: the operating statements, cash flow statement, and the balance sheet. The operating statement shows the expenses and revenues, so the resources, the cash flow statement, the liquidity, and the balance sheet provides information about the assets and liabilities, and all together provide the financial information. The Ministry of Finance oriented towards international public sector accounting standards, I already mentioned, and tried to stick to the standards as closely as possible. Let's say some more words about the accrual-based system. Generally spoken, accruals cannot replace the cash perspective, of course not, but they provide additional information. It's a forecasting and resource allocation process, so you see how resources are raised and used, and how obligations are incurred and settled. So the merit of the accrual budgeting is that both entering into any obligation and as well as the cash flow is documented. So summing up, the accrual approach enhances transparency of public finances, reduces the scope for fiscal illusion, and makes it harder for stakeholders to ignore future budget challenges. The next slide gives an overview of the budget document. Don't worry,
if you don't understand it, it's in German, but important that is 4 bubbles. There you can see the MTF ceiling, the operating statement, cash flow statement, and the receipts expected in the current year. So all together in one budget document. The last big element of the budget reform was the performance budgeting. Okay, so yes. Let's have a look at other European countries concerning this accrual approach. Only UK, just go back. Back. No, back, please. Yeah, thank you. So, the accrual approach. Let's have a look at some other European countries. Only UK follows the accrual approach in 100%. So they use IFRS for the budget and for the federal report. And Austria and Iceland and Switzerland use accrual approach with some modifications. But if we have a look at the financial statements, the picture looks much more different, because a lot of countries use the accrual system in their reports and in their accounting, like France does and Austria also. So now we come to the last big element of the Austrian federal budget reform, the performance budgeting. The Austrian approach can be classified as a form of performance-informed budgeting, so that means that performance information is included in the budget documents, but there's no direct linkage between the resource and the objective. So the line ministries got greater freedom in the budget allocation, but in exchange they have to give information on what purpose money is spent and what government wants to achieve. Each element of the budget structure has a corresponding element on the performance side. So the budget chapter contains a mission statement and 1 to 5 outcome objectives, at least one gender objective. The next level of the pyramid is the global budgets. They have the primary activities, and the third level are the detailed budgets, which have objectives and activities too. Below this pyramid, there are performance contracts, which are multi-annual performance mandates on resources and output and outcome objectives, and only binding within the administration. So some general remarks and first lessons learned on the performance budgeting. Yeah, it's established a comprehensive link between the outputs, outcomes, and on the other hand, the available budgetary resources. One of the aim was that it should facilitate priority setting in the policy-making process, and it should improve performance accountability. The annual budget 2013 was the first budget that contained an outcome and output statement. And what we can say now, after the first discussions in Parliament and in the plenary sessions, yeah, the discussions were quite lively. There were a lot of questions concerning this performance information, but as you can imagine, it's something really new for all the politicians. So